BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture. Cédric Noël, bonjour. Vous êtes l'invité de cette page culture aujourd'hui et vous êtes co-réalisateur, on va dire ça comme ça, d'une double exposition avec Mira Sanders qu'on peut voir en ce moment. Et c'est jusqu'au 6 février au Botanique. Ça va être donc l'exposition pour la période des fêtes. Il y a au rez-de-chaussée, dans la grande salle, A Voyage into the Moon, donc un voyage dans la Lune, et dans la petite salle tout au fond, à l'étage, une fois qu'on a dépassé le chantier dans le couloir, The Phenomenal Park, donc un parc phénoménal, on va traduire ça comme ça. On expliquera exactement ce qu'on peut voir tout à l'heure dans ce parc. On va commencer par le voyage sur la Lune. C'est presque un titre un petit peu trompeur. Alors, il y a quelques références à la Lune. On va avoir un astre blanc se découper sur le mur du fond, mais ça parle pas vraiment de la Lune. Ça parle du Japon, ça parle du désir de voyage, ça parle un petit peu d'urbanisme, ça parle d'explosion nucléaire. J'ai bien résumé ou pas? Oui, c'est bien. Il y a la Lune quand même. Ouais. Elle est là. Elle est là en transparence à l'intérieur de textes, de récits, de désirs aussi. Au centre de l'exposition, il y a des œuvres et au cœur de ces œuvres, il y a un personnage qui voyage, qui est She, elle, qui n'a pas de nom, qui est une victime d'Hiroshima. Et qui va faire ce voyage vers la Lune, qui est une sorte de voyage métaphorique vers la mort. Et dans la Lune, elle sera accueillie par une créature fantastique. Alors ça, c'est la proposition de départ. Est-ce que je peux dire que c'est exigeant parce qu'en fait, ce que vous nous décrivez là, on va pas le voir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'imagine. C'est-à-dire que vous faites une proposition aux visiteurs, mais la synthèse des ingrédients que vous nous proposez et la matérialisation de ce voyage, ça nous appartient. Oui, effectivement, c'est probablement une exposition exigeante parce qu'il y a un texte qui est offert aux visiteurs sous la forme d'un petit livre à l'entrée, qui est une sorte de script qui contient un trialogue. Et ce trialogue constitue en fait des éléments indices qui sont disséminés à l'intérieur de cette exposition, qui a des formes effectivement plutôt abstraites. C'est un appel à faire fonctionner notre imaginaire. Oui, je pense que avec Mira Sanders, on fonctionne comme ça depuis longtemps. On a une exigence qui n'est pas une exigence autoritaire, mais on a envie d'inviter les spectateurs à fabriquer leurs propres images. C'est un peu un Lego, hein, cette exposition. Vous nous donnez un certain nombre de briques c'est à nous de les assembler pour que ça ressemble au mur qu'on a envie de voir. Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça dans nos intentions, oui. Ouais. Alors, on va voir quelques images de cette exposition A Voyage into the Moon. Il y a des dessins ou des croquis. Il y a un film qui est diffusé à un endroit. Il y a une bande-son, on peut mettre des masques. Il y a un costume, on le voit juste à l'instant, qui est de ce grand costume rouge dont on peut imaginer que c'est un petit peu une combinaison de cosmonautes pour aller sur la Lune, mais en même temps avec un rappel du Japon, parce qu'on parle beaucoup de Japon dans cette exposition. C'est à nous d'assembler tous ces éléments. Ouais. Je pense que ça s'assemble d'une façon ou d'une autre. Il y a un moment où ça s'assemble. Je pense qu'il y a plusieurs manières de voyager dans l'exposition à travers une attitude peut-être contemplative. Effectivement, il y a des dessins qui nécessitent pas beaucoup de verbes, juste une forme de contemplation, de voyage à l'intérieur de ces formes. Il y a des films aussi. Oui, il y a le dialogue de Shi avec un général. Oui, c'est ça. Un militaire japonais. Et on a un endroit où on a comme une fiche de distribution de films, mais ce film n'existe pas. C'est à nous de l'imaginer. Quel est votre travail à vous, Mira Sanders et Cédric Noël? Parce qu'il y a d'autres artistes qui sont associés. C'est-à-dire que cette exposition, vous êtes les agenceurs, les assembleurs, les initiateurs, mais vous donnez la parole à d'autres. Oui, nous, alors, pour reprendre un tout petit peu la source, avec Mira, on a voyagé au Japon en 2017, un voyage d'1 mois entre Tokyo et Kumamoto.
Pendant ce mois, on a collecté beaucoup d'informations liées à ce voyage, sans trop se projeter sur ce que ces matériaux allaient devenir. On a dessiné, on a enregistré du son, on a fait des photos, on a filmé, voilà, on a emmené dans notre sac à dos tout ce qui pouvait nous permettre de continuer à voyager, des choses pas trop lourdes. Et puis au retour en Belgique, on a commencé à travailler dans notre atelier et on a imaginé des formes, notamment un costume, celui qu'on a vu précédemment dans les images. Et voilà, on n'a pas de qualité de styliste ni l'un ni l'autre. On a fait quelques croquis, on a travaillé avec une jeune styliste qui s'appelle Louise Delatour et qui nous a aidé à le confectionner et à faire image de ce qu'on avait en tête. Voilà, et donc vous travaillez de cette manière-là. Oui. Vous concevez et vous proposez à d'autres de partir de ces idées-là pour les réaliser. Oui. Je voudrais qu'on réexplique le point de départ. Hein. Donc il y a ce voyage au Japon dont vous parlez. Donc les croquis qu'on va voir, ça va par exemple être des immeubles de l'architecture futuriste qui est très présente au Japon. Et il y a la visite du mémorial de Hiroshima, donc de la bombe atomique. Vous en reconstituez d'ailleurs un petit peu la forme dans une des installations de l'exposition. C'est quelque chose qui n'est pas très très connu, mais les victimes d'Hiroshima, les descendants des victimes d'Hiroshima, ils n'ont pas le même droit que les autres au Japon. Non, alors ils ont un nom, on les appelle les Hibakusha. Et c'est une population qui est exclue au Japon de différentes manières, exclue dans leur droit au travail, dans leur droit familial, même à se marier, à faire des enfants, etc. Ils ont été en fait très vite après la destruction d'Hiroshima cloisonnés, plaqués dans des quartiers. Ils n'ont pas le droit d'avoir de descendance non plus, ils n'ont pas le droit de procréer. Non. Il y a une espèce d'interdit, et ce qui fait que, évidemment, voilà, ça a créé des générations comme ça qui ont vécu dans une forme de clandestinité et qui continuent. Ouais. Le Shi, donc le personnage dont vous imaginez qu'elle va s'envoler vers la Lune, c'est une représentante de cette catégorie de la population du Japon. C'est pour fuir ce quotidien-là qu'on lui propose de rejoindre une autre planète. Il y a un petit peu de ça, oui, c'est ça. Notre action narrative, notre point de départ, c'est 1954. Donc on est 9 ans après la destruction d'Hiroshima. Et donc cette femme a vécu justement dans une forme d'exclusion et aussi dans ce qui va commencer à s'exprimer petit à petit au fil du récit, dans une sorte de rejet aussi du Japon. Voilà, et d'où d'ailleurs un dialogue très sévère avec ce militaire japonais qui, lui, a subi aussi la destruction d'Hiroshima, mais encore une fierté très forte et un patriotisme. Ouais, il y a ça aussi dans cette exposition, c'est la critique de cette mentalité, ce qu'on pourrait appeler de manière très simple la mentalité japonaise, qui est de garder la fierté, de garder foi dans la nation, dans le travail, dans l'armée japonaise, etc. Il y a un peu de ça. Ouais, elle est très rebelle. Elle est très rebelle. Évidemment, on a construit ce personnage aussi à partir de choses qu'on a découvertes après être revenu aussi du Japon. Une exposition dans le musée que vous avez décrit, le musée de la paix à Hiroshima, une exposition en 1956, un an après l'inauguration du musée, intitulée Atome for Peace, donc l'atome pour la paix, qui est une exposition qui a été organisée en grande partie par les Américains pour vendre du nucléaire civil au Japon. Ouais, donc ce bâtiment-là, il est reconstitué avec des petits prospectus, enfin des livres. Ouais, avec des livres. Plus que des est-ce que vous ne vous trompez pas de médium, d'art, Cédric Noël? J'ai envie de vous poser cette question-là. Vous auriez pu en faire un roman. Pourquoi c'est une exposition? Vous auriez pu en faire un film. Pourquoi c'est une exposition? Mais ça a à voir... C'est un scénario que vous nous proposez. Oui. Mais on est attaché à ce qu'on appelle le cinéma d'exposition. C'est quelque chose qu'on regarde, en fait, la manière dont on décortique ou on met à plat un film, en fait, en montrant, en fait, comment on fabrique du cinéma. Voilà. Et donc, voilà, on est attaché aussi à montrer les décors, à montrer le script, à montrer les personnages, les costumes. Il y a un peu de ça dans cette exposition. Si je me lance dans cette exposition sans avoir entendu vos explications, par exemple dans l'interview de ce midi, sans avoir un guide qui m'accompagne, je pense qu'il y a souvent un guide dans les expositions botaniques, sans avoir lu au départ le prospectus, je vais rien comprendre.
Ou je vais quand même en profiter? Mais oui, vous allez en profiter, bien sûr. C'est une exposition qui est assez généreuse et je pense qu'il ne faut pas hésiter à plonger dedans. De toute façon, on ne ressort jamais avec... d'une exposition avec toutes les intentions des artistes et tout ce qu'ils ont voulu mettre dedans. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à capter. On a vu beaucoup d'enfants dans l'exposition qui ont pris beaucoup de plaisir aussi à courir dans le grand couloir, à écouter au casque les bandes sonores et à dessiner parce qu'il y a à la fin de l'exposition, il y a un petit monument qui leur est dédié. Voilà, et donc ça c'est la salle du fond, il y a effectivement le petit mémorial ou le petit monument qui est effectivement destiné aux enfants avec une petite bête à pattes, j'en dis pas plus, comme ça vous allez pouvoir le découvrir. Je voudrais qu'on parle 1 ou 2 minutes de l'autre exposition que vous réalisez, qui se trouve donc tout en haut après le couloir, ça s'appelle The Phenomenal Park. On va voir là aussi quelques images. Ce sont des assemblages avec des objets un petit peu anodins, des objets qui sont issus de la récupération. C'est le résultat d'un travail que vous faites avec des étudiants en architecture, c'est bien ça ? Oui, c'est un projet qu'on a initié en 2014 avec Mira Sanders, qu'on a expérimenté ensemble à Berlin pendant une période de résidence de 2 mois. Et les méthodes et les protocoles qu'on a imaginés, c'est-à-dire glaner des objets sans valeur dans la ville notamment, et les assembler sous forme de jeu, avec cet imaginaire de la kermesse pas très loin. On a confié ces méthodes à des étudiants en architecture pendant 2 ans, 2019 et 2020. Alors on a des assemblages qui peuvent représenter ou pas représenter quelque chose. On peut voir un bâtiment si on a envie de le voir à certains moments. On peut voir peut-être des choses, des formes qui rappellent l'architecture. Et puis on a aussi des objets qui se répondent les uns les autres. Je donne un exemple. On voit des trous et puis on voit des boules. Et on se dit, tiens, je dois peut-être comprendre que la boule, elle va aller dans le trou. C'est ça un petit peu l'idée, hein ? Ouais. Il y a quoi ? Il y a une dizaine de tables ? Oui, je les ai pas comptées, un peu plus. Je pense que on est plutôt autour de une quinzaine. Ouais. Et là aussi, c'est un peu comme dans l'autre exposition, c'est au spectateur de faire une partie du chemin. Vous lui mettez une proposition sur la table et j'assemble mes Legos comme je peux. Oui, il y a une annonce à l'entrée de l'exposition, une sorte de guide sur comment utiliser ce parc ou se promener dans ce parc. Et il y a une adresse qui est très clairement énoncée. Ce parc est pour vos yeux et pour les yeux du spectateur. Et donc, tout ce qui doit être résolu en termes de jeu, d'imagination, de forme, etc., doit se faire uniquement avec les yeux. Donc, c'est assez frustrant pour les mains. Il y a un peu ce rapport-là. Il y a des choses, des formes qu'on a envie d'emboîter ou de lancer, des balles qu'on a envie de lancer. Et on doit s'abstenir. Ouais. Un enfant, il peut trouver du plaisir dans cet exercice-là aussi ? Ah, je pense, oui. Oui, je pense. Je crois on a travaillé vraiment avec cet univers enfantin comme modèle. Le jeu de base, ce projet est arrivé au moment où notre fille était très petite, elle avait 3-4 ans, et évidemment on était entouré dans la maison de jeux de forme extrêmement simples, des choses à emboîter. On s'est beaucoup inspiré de ces jeux. J'avais envie de vous dire, quand on traverse le chantier, là, ce long couloir avec plein d'échafaudages, vous vous êtes pas dit, tiens, ça pourrait faire partie de l'exposition, il y a peut-être des choses qu'on devrait déplacer de l'espace communication à l'espace exposition. On a beaucoup regardé le bâtiment tout le temps, évidemment, parce qu'on a travaillé dedans, mais on a fait pas mal de repérages auparavant. Cependant, les 2 projets qu'on montre là étaient brûlants dans l'atelier. Il était temps qu'ils sortent, donc peut-être une autre occasion. On va juste préciser que pour l'exposition Voyage to the Moon, il y a aussi des concerts qui vont être organisés dans le cadre de cette exposition. Le prochain, ce sera le 17 décembre. C'est Tujiko Noriko. Dites-nous un mot, qui c'est ? Oui, qu'on va entendre une musicienne japonaise pop, qui fait une pop planante, qui est absolument incroyable, magique, qui a fait la bande-son d'un des films dans l'exposition. Et elle va faire un concert live dans le musée. Et ça va être fantastique. Donc ça, ce sera le 17 décembre, donc Tujiko Noriko. Il y aura Mathieu Serreus, Gavin Van Alst et Jente Warseger, si je l'ai bien prononcé, en janvier et en février également en concert dans cette exposition. Merci beaucoup, Cédric Noël. Donc 2 expositions, c'est à voir au Botanique et c'est jusqu'au 6 février.